Bienvenue, aujourd'hui on fait une petite exploration des grandes questions de l'univers, notre place là-dedans, tout ça. Oui, et on va s'appuyer sur les idées d'un astrophysicien assez connu, Neil deGrasse Tyson. Exactement. On a pioché dans une session de questions-réponses qu'il a faite. L'idée, c'est de voir ce qu'il dit sur la cosmo, l'existence, la vie ailleurs. Et notre futur aussi, hein. On va essayer de distiller un peu les idées clés, les trucs les plus marquants. Voilà. Et les perspectives que ça ouvre. Alors, par quoi on commence? Peut-être le plus fondamental, notre lien avec le cosmos. Ah oui, le fameux poussière d'étoiles. Tyson adore cette idée. Et il insiste bien, C'est pas juste la poésie, non, pas du tout, c'est littéral. Bon, l'hydrogène en nous, ok, ça vient du Big Bang, d'accord? mais quasiment tout le reste. Hmm. Le carbone, l'oxygène, le fer, tu vois. Nos composants de base, quoi. Exactement. Ça a été fabriqué au cœur d'étoiles massives. Des étoiles qui ont explosé ensuite. C'est ça, des supernovas. Et elles ont dispersé ces atomes partout. C'est comme ça qu'on les a récupérés. C'est assez fou quand on y pense. Ça veut dire que les frontières entre la bio, la chimie, la physique, Bah oui, ça se mélange complètement. on n'est pas juste des spectateurs dans l'univers, on en fait partie, matériellement, Tout à fait, on est une partie de l'histoire cosmique. Ça change la perspective. carrément. Et du coup, cette perspective, elle nous ramène aussi à notre petite planète, non? Et ces dangers potentiels. Oui, il parle des astéroïdes, par exemple. Tyson dit qu'un gros impact, ça pourrait nous rayer de la carte, nous, la civilisation. Ah oui, pas même. Mais la planète Terre, elle s'en fiche un peu au fond. Elle est super résiliente, elle en a vu d'autres. C'est vrai. Ça pousse à l'humilité, mais ça donne aussi une responsabilité, tu trouves pas? Si, complètement. Ce serait quand même le comble. On maîtrise le voyage spatial et on se fait avoir par un cailleux qu'on aurait pu éviter. Exactement. L'ironie serait terrible. Et tiens, en parlant du voisinage, même notre vision des objets proches, elle change. Pluton, par exemple. Ah, Pluton. Pourquoi on l'a déclassé déjà? J'ai un peu oublié les détails. Alors, en gros, c'est parce qu'elle coche plus toutes les cases de la définition moderne d'une planète. Son orbite, déjà, elle est bizarre. Très incliné, c'est ça. Et elle coupe celle de Neptune. Voilà. Et puis elle est faite principalement de glace. Et surtout, elle n'a pas fait le ménage sur son orbite. C'est-à-dire Et il y a plein d'autres objets comme elle dans sa zone. C'est la ceinture de Kuiper. cette grande zone de débris glacés là-bas. C'est ça. Du coup, pour Tyson, c'est plus logique de la voir comme la reine de ces objets de Kuiper plutôt que comme la neuvième petite planète un peu à part. Ok, je vois. Notre compréhension évolue. Même dans notre propre cours, quoi. Exactement. Et ça amène naturellement à la question suivante. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre là-haut? Les extraterrestres. Qu'est-ce qu'il en pense, Tyson? Alors, là, il est plutôt sceptique, non? Oui, mais attention. Sceptique sur les preuves de visite, pas sur la possibilité de vie ailleurs. Ah, nuance importante. Voilà. Vu le nombre d'étoiles, de planètes, statistiquement, la vie ailleurs, c'est plausible. Mais les histoires d'ovnis, les photos floues, pas vraiment. Ils posent des questions assez simples. Pourquoi c'est toujours flou? Pourquoi souvent près de bases militaires américaines? Et pourquoi les milliers d'astronomes amateurs, avec leurs télescopes, ils voient jamais rien de clair? Exactement. Il attend des preuves solides, quoi. Des données reproductibles, la base de la science. Et ça renvoie à une question encore plus vertigineuse. L'intelligence, la nôtre. Est-ce que c'est une sorte de but ultime de l'évolution ou juste un coup de bol? Ah, ça c'est une grande question. L'argument de Tyson là-dessus, il est assez frappant, je trouve. Vas-y, rappelle-le. Il dit, regardez la Terre, presque 4 milliards d'années d'évolution de la vie. Et l'intelligence comme la nôtre, elle est apparue une seule fois. Et très très récemment à l'échelle cosmique. Hmm, c'est vrai. Si c'était si courant, si c'était une conséquence quasi automatique de la vie, on devrait la voir surgir plus souvent, non? Peut-être même chez d'autres espèces sur Terre. Et c'était pas le cas. Donc peut-être que l'intelligence est un phénomène rare. Très rare. C'est une possibilité, oui. Ça va un peu à l'encontre de l'idée populaire que l'univers grouille de civilisations avancées. Peut-être qu'on est une exception? Ça donne le vertige, comme tu disais. Et en parlant de concepts qui donnent le vertige, le voyage dans le temps. Mhm. On en rêve tous un peu, non? Corriger le passé, voir le futur. Alors, pour le futur, techniquement, on y voyage déjà, une seconde par seconde. Oui, bon, ça. Mais la relativité d'Einstein dit que le temps peut ralentir, près d'une grosse masse, comme un trou noir, ou si on va très très vite. Donc aller loin dans le futur, c'est théoriquement possible. Théoriquement, oui. Mais les énergies nécessaires sont astronomiques. Pas pour demain. Par contre, voyager dans le passé, Ah, c'est plus compliqué. beaucoup plus. Ça pose des problèmes logiques énormes.
Le fameux paradoxe du grand-père. Si tu retournes dans le passé et que tu empêches tes grands-parents de se rencontrer, Tu ne peux pas naître, donc tu ne peux pas retourner dans le passé pour les en empêcher. C'est une boucle logique insoluble. un casse-tête. Stephen Hawking pensait même qu'il devait y avoir une loi physique, qu'on ne connaît pas encore, qui interdit carrément le voyage vers le passé. Une sorte de protection chronologique. D'accord. Donc, pas de retour en arrière. Et pour l'avenir très très lointain alors, comment ça se termine tout ça? Fin du monde façon feu ou glace? Ou plutôt glace, voire pire, déchirement. C'est lié à l'expansion de l'univers. Qui accélère? C'est ça. Ah, À cause de l'énergie noire. exactement. Et si cette accélération continue ou augmente encore, on pourrait aller vers ce qu'on appelle le Big Rip. Le grand déchirement. Ça sonne pas très joyeux. Non. L'idée, c'est que l'expansion deviendrait tellement forte qu'elle finirait par déchirer tout. Les galaxies, les étoiles, les planètes, même les atomes à la fin. Un univers froid, vide et désintégré. Glauque. C'est une des possibilités, oui. Bon. Face à tout ça, cette immensité, ces destins cosmiques, la question se pose, hein, est-ce que ça vaut le coup de dépenser autant pour l'exploration spatiale alors qu'on a tant de problèmes ici, sur Terre? On l'entend souvent, cet argument. Oui, et Tyson a une bonne analogie pour ça. Il dit que c'est comme si des hommes des cavernes disaient « Non, on sort pas explorer au-delà de la vallée, on a trop de problèmes à régler dans la grotte. Pas bête. Pour lui, il faut faire les deux. L'exploration, ça pousse l'innovation, ça nous donne une perspective. Et puis, qui sait, les solutions pour nos problèmes sur Terre, l'énergie, les ressources, le climat, viendront peut-être justement des technologies qu'on développe pour aller dans l'espace. » C'est une vision plus optimiste, en quelque sorte. Mais est-ce qu'on est seulement capable, nous, petits humains, de tout comprendre? L'univers n'est-il pas juste trop grand, trop bizarre pour nos cerveaux? C'est la grande question des limites de notre connaissance, oui. Et là, Tyson aime bien citer Isaac Newton. Le géant de la physique. Oui, Newton, à la fin de sa vie, disait qu'il avait l'impression d'avoir été comme un gamin sur la plage qui ramasse quelques jolis coquillages. Ah, alors que l'océan immense de la vérité restait inconnu devant lui. Exactement, ça invite à l'humilité, je trouve. On sait des choses, on progresse, mais l'inconnu reste immense. Donc, pour résumer un peu tout ça, on voit bien cette tension, non? D'un côté, on est connecté au cosmos de façon très intime. On est fait de matière d'étoiles. Oui, ce lien matériel est indéniable. Et de l'autre, notre compréhension a ses limites. Face à l'échelle de l'univers, aux mystères comme l'intelligence ailleurs, le temps, on est encore un peu comme Newton sur sa plage. C'est ça. Et ça nous amène peut-être à une dernière pensée un peu pour conclure, une réflexion inspirée à la fois par Tyson et Newton. Je t'écoute. Étant donné ce lien profond qu'on a avec l'univers, mais aussi nos limites, cet océan de vérité inconnue, est-ce qu'on a développé la sagesse qui va avec? La sagesse pour gérer notre propre pouvoir, notre technologie, notre impact sur la planète? Exactement. Avons-nous la sagesse nécessaire pour assurer notre avenir, finalement? C'est une question que Tyson pose souvent, implicitement, et on peut peut-être la laisser ouverte pour que chacun y réfléchisse. Une bonne question à méditer, en effet. Merci pour cette plongée dans ces grandes idées. Merci à toi, c'était passionnant.